À la une ce soir, la réunion entre les transporteurs et la CTM a tourné court au bout d'1h30 cet après-midi. Les professionnels de la route dénoncent une nouvelle fois un manque de respect du président du conseil exécutif. Ils vont se réunir pour discuter d'un possible durcissement de leur mouvement. Dans la matinée, c'est un collectif de diplômés du secteur artistique qui a investi le hall de la CTM. Les membres ont réclamé la création d'un conservatoire culturel en Martinique afin de créer des emplois. Au Lamentin, c'est la destruction de murs qui crée la discorde entre le maire et les salariés. Le syndicat CGTM-SOM réclame des explications sur les sanctions affligées à tort. Selon lui, un mouvement de grève illimité a été entamé aujourd'hui. Et puis, un séminaire sur la sécurité outre-mer s'est tenu aujourd'hui au ministère de la rue Oudinot. À quelques semaines des élections présidentielles, le Premier ministre a tenu à défendre le bilan du gouvernement. Enfin, Olivier Ernest Jean-Marie, vous le voyez, est notre invité. Il est venu nous présenter son livre « Sortir de la pyramide hiérarchique ». Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Elle était très attendue mais n'a pas répondu aux attentes. La rencontre entre les transporteurs et la CTM a tourné court en à peine 1h30 de discussion cet après-midi. Les professionnels de la route dénoncent une nouvelle fois un manque de respect et surtout une manque de volonté du président du conseil exécutif de travailler sur leur situation. Aucune avancée n'a été enregistrée à l'issue de la rencontre et pour l'heure, la prochaine réunion est compromise. Voyez les explications de Louis Sabas. Ça ne ressemble pas du tout à un groupe de travail. Une escroquerie intellectuelle. Alors, on va nous prendre pour des bouillons. Merci pour la... Des transporteurs mécontents qui quittent la table des négociations face à un Alfred Marie-Jeanne stoïque. Les conséquences d'une rencontre qui avait commencé dans le calme par une démonstration chiffrée du président de l'exécutif qui mène à la conclusion suivante: pas de détaxe supplémentaire possible sur les carburants. Vous comprendrez sans effort qu'il n'est pas possible d'aller plus loin. Un scandale pour les professionnels. Des arguments réfutés par les transporteurs qui demandent une détaxe sur tous leurs véhicules au nom des taxations faites sur les 50 000 tonnes d'hydrocarbures consommés par an en Martinique. Si on regarde ce qu'ils perçoivent sur les carburants avec l'octroi de mer, c'est un chiffre énorme qui avoisine les 20 millions d'euros. On lui a demandé combien de transporteurs. On sait qu'il n'y en a même pas 200 qui viennent chercher cette détaxe. Le montant qu'il aurait eu à donner aux transporteurs, ça serait autour d'1,4 million, 1,5 million. C'est même pas le problème de ne pas faire d'efforts. On peut comprendre qu'il y a des difficultés, ça tout le monde peut le comprendre. Mais on peut au moins en discuter. Il ne veut même pas en discuter. Il ne nous propose rien. Le seul mot c'est non. Non. On n'est quand même pas des enfants. Du côté de la CTM, on maintient qu'il est impossible d'accorder cette détaxe du carburant sur l'ensemble des véhicules aux chefs d'entreprise. Nous avons effectivement mené une étude qui là, nous démontre qu'il y aura un impact qui sera beaucoup trop important si nous prenons l'ensemble des transporteurs. C'est un impact financier et budgétaire à un moment où on demande à l'ensemble des Martiniquais de faire des efforts financiers et on ne peut pas, ils ne comprendront pas que l'on puisse effectivement ouvrir la porte à l'ensemble des professionnels. Comme vous le voyez, il y a déjà une détaxe qui existe pour certains corps de métier, et pourquoi pas les boulangers, pourquoi pas les autres après. Difficile d'affirmer si la seconde réunion prévue jeudi aura bien lieu. Les transporteurs se sont retirés auprès de leur base. Ils décideront des suites à donner à cette rencontre. L'éventualité d'un blocage n'a pas été évoquée. Social toujours, comme annoncé la semaine dernière, les employés municipaux du Lamentin affiliés à la CGTM-SOM ont entamé une mobilisation. Ils dénoncent la sanction de 4 salariés qui seraient accusés à tort, selon eux, d'avoir détruit volontairement un mur des services techniques. Ils réclament des explications au maire et ont annoncé la possibilité d'un durcissement du mouvement demain. Voyez les précisions d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Il était resté aux abonnés absents pendant la semaine de grève qui avait paralysé les services municipaux en février dernier. Mais il aura fallu un conflit autour d'un mur en plâtre pour voir Pierre Samo sortir de sa réserve. Rien moins qu'une conférence de presse convoquée ce matin pour faire le point sur la sanction prise à l'encontre de 4 agents municipaux. Je ne vois pas pourquoi, si on est ménage, que chacun peut être ses responsabilités. Au centre de l'affaire, la démolition d'une cloison en placo dans les locaux des services techniques en décembre dernier. La mairie met en cause 4 de ses fonctionnaires, tous membres actifs de la CGTM-SOM. Une procédure disciplinaire pour faute professionnelle a été engagée aux grandes dames de l'organisation syndicale. Il a fait estimer les travaux par le service technique, par son service technique. Les travaux ont été estimés à un coût de 1 100 €, alors qu'il propose de prendre 20 000 € sur les agents. Donc ce n'est pas une sanction. C'est une méchanceté.
Et puis, c'est de la dictature. Pour le maire, il fallait une sanction exemplaire. Ce n'est pas le prix du mur qui m'intéresse, c'est le geste. Le fait d'avoir sans autorisation, d'une façon comme ça, on arrive, on casse tout. Et puis, lorsqu'on sent qu'il va y avoir une procédure, on essaie de faire croire que le maire, il est antisyndical, il est contre ceci. Non du tout. Vous avez 4 personnes qui ont pris derechef la décision de casser une cloison. À partir de ce moment-là, il faut absolument qu'il y ait une réaction. Si jamais je ne faisais rien du tout, c'est pas la peine que je sois à la milieu de la montagne, hein. C'est pas la peine. Hein. De quoi échauffer les esprits et alimenter un nouveau bras de fer syndical dans la commune. Vous savez pertinemment que vous êtes dans les rôles et que vous voulez noyer le poisson et ça ne passe pas. Il y a un conseil de discipline, ça c'est votre problème. La CGT-MSOM parle d'un accident et réclame un non-lieu. On veut qu'il soit au cours de toute la vérité. Pas une vérité fomentée par son DGS, mais la vérité, c'est ce qui s'est passé, réellement passé. Maintenant, s'il refuse, eh bien, tant pis, on y va devant le conseil de discipline. D'accord, on y va gaiement, mais avant le conseil, il y a beaucoup d'enjeux, hein, donc il y a beaucoup de mouvements à la montée aussi. L'affaire est entre les mains du conseil de discipline qui devrait se réunir prochainement. Les syndicats restent mobilisés. Ils n'excluent pas de durcir le ton demain matin pour la rentrée des classes. Autre mobilisation à l'échelle nationale, cette fois-ci, est reprise à faible échelle en Martinique. 12% des agents de Pôle emploi ont fait grève aujourd'hui. Ils dénoncent entre autres une volonté du tout Internet. La mobilisation de ce jour n'a eu aucun impact puisque les 8 agences de l'île sont restées ouvertes. Les représentants du personnel ont été reçus aujourd'hui pour présenter leur situation. Voyez les précisions de la déléguée syndicale CDMT Pôle emploi Martinique qui s'exprime face à la caméra d'Alizé Lutran et de Guy Raphaël René. Ce qu'on ne voulait pas, c'est justement qu'on maintienne un service public de l'emploi tel qu'il est défini et tel que les missions du Pôle emploi sont définies aujourd'hui, c'est-à-dire accompagner les demandeurs d'emploi vers un retour à l'emploi, mais aussi accompagner les entreprises. Nous ne voulons plus qu'il y ait une dématérialisation à outrance de nos services, puisque nous avons des usagers aussi sur notre territoire qui n'ont pas forcément tous les moyens qu'on peut retrouver sur le territoire hexagonal. Et bien entendu, sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi, qu'on soit plus en proximité, moins en dématérialisation, moins en externalisation de nos services. On avait effectivement des points basés sur des revendications proprement dites de locales, notamment nos conditions de travail qui sont de plus en plus dégradées. Donc on a échangé sur ça, sur un respect aussi des accords, parce qu'effectivement nous avons des accords en interne qui ne sont pas respectés en termes d'horaire, en termes de conditions de travail. Donc nous avons demandé sur ces points-là, hormis les points déjà qui sont en train d'être négociés par les syndicats nationaux. Direction Paris, où un séminaire sur la sécurité outre-mer s'est tenu aujourd'hui au ministère de la rue Oudinot. C'était dans le calendrier du plan sécurité outre-mer lancé par le gouvernement en juin dernier. Et à quelques semaines de la fin du quinquennat, cette réunion qui se voulait semestrielle a pris des allures de bilan défendues par le Premier ministre. Voyez les explications de notre correspondant Éric Dupuis. Le plan sécurité outre-mer, c'est lui qui l'a mis en œuvre lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Alors Bernard Cazeneuve, maintenant chef du gouvernement, a tenu à présenter ses premières satisfactions. La gouvernance des dispositifs de sécurité intérieure a été perfectionnée partout outre-mer ces derniers mois. Les synergies entre partenaires institutionnels, les collectivités locales, les acteurs associatifs dynamisés ont été renforcés. En face de lui, les élus locaux qui sont beaucoup moins élogieux sur le bilan du plan gouvernemental. Je crois que 9 mois après, nous tirons un bilan qui est mitigé. On ne pouvait pas, je dirais, comme ça, 9 mois après, penser qu'on allait régler le problème de la violence, le problème de l'insécurité. Mais néanmoins, tous s'efforcent à dire que ce plan était nécessaire. Un bilan globalement positif, mais qui nous encourage à poursuivre le travail, parce qu'en matière de prévention de la délinquance, on n'a jamais terminé. Pour le président de Région Guadeloupe, le plan, lui, n'est pas assez concret. Ce qui est important pour nous, c'est qu'après ensuite qu'il y ait un débat, et c'est ce qu'on doit faire, je pense, aujourd'hui, montrer des actions concrètes qui marchent. Et qui marchent surtout pour les populations locales qui ne voient pas de résultats concrets, notamment en matière de trafic de drogue, 9 mois après l'élaboration du plan. J'ai vraiment eu le sentiment désagréable que tout est fait pour pouvoir protéger la France hexagonale, mais la question n'a pas été vraiment posée de savoir comment on fait pour protéger la population qui réside sur le territoire de Guyane.
Les élus locaux ont donc pu exprimer leur désir de résultats concrets immédiats. Le gouvernement leur a exposé son désir de continuité. Nous revenons au chapitre social en Martinique avec la CTM qui a reçu aujourd'hui un collectif de diplômés du secteur artistique. 5 de ses membres ont investi le hall de la collectivité ce matin. Ils réclament la création d'un conservatoire culturel en Martinique afin de créer des emplois. En tout, il serait une 50aine sur notre île à être diplômés du secteur de la culture sans emploi aujourd'hui. Voyez les précisions de Jean-Marc Dabreu. Une manifestation silencieuse dans le hall de la CTM. Ils sont professeurs de théâtre, de musique ou encore lauréats d'un concours de la fonction publique dans le domaine de la culture. Et ici, ils réclament la création d'emplois dans leur secteur. Et notre but principal, c'est de structurer notre profession en Martinique et surtout pas de faire notre savoir s'exporter comme tous les diplômés de Martinique font aujourd'hui. Et c'est ce que nous désirons ne plus faire. Partir à l'étranger, cette doctorante en musicologie s'y refuse. Elle étudie le belay et poursuit ses recherches sur la culture martiniquaise, avec aucune certitude de trouver un travail localement. Même constat pour son frère, lui aussi multidiplômé et aujourd'hui sans emploi. C'est beaucoup de désillusions, c'est-à-dire que moi ça fait 5 ans que je suis rentré en Martinique, plein d'espoir, plein d'envie et plein d'entrain pour développer des choses nouvelles, à force de ne pas être suivi par les institutions. Qu'elles soient d'État ou territoriales. C'est plus difficile de trouver du travail en Martinique dans le secteur artistique parce que tout simplement il n'y a pas de structure artistique. C'est simple, c'est ça. Une structure pour employer des professionnels de la culture. Un projet qui a failli voir le jour. En 2010, pose de la première pierre du conservatoire de musique, de danse et de théâtre, route de Didier, en grande pompe, en présence de Frédéric Mitterrand, ministre de l'époque. 17 ans plus tard, le conservatoire n'est toujours pas sorti de terre, laissant sans emploi des dizaines de jeunes diplômés. J'ai eu le temps de me former, j'ai eu le temps d'avoir les diplômes, retourner depuis 5 ans en Martinique et ne toujours pas trouver de travail dans le milieu dans lequel je me suis formé. C'est assez frustrant en fait parce que c'est un beau site en plus et qu'est-ce qui empêche ce projet d'être en place, je ne sais pas. Là, on est assis dessus et il n'y a que ça qu'on met en fait, des briques. Le collectif a finalement été entendu par le directeur de cabinet d'Alfred Marie-Jeanne à la mi-journée, avec à la clé aucune avancée. Alors M. Duville nous a dit exactement les mêmes choses que Mme Léotin et Mme Emmanuel nous ont dites, que c'est M. Marie-Jeanne qui prend les décisions et qu'il ne sait pas quand est-ce qu'on sera reçu. Voilà. C'est tout ce qu'on a eu comme information. Et donc qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons continuer nos actions jusqu'à ce qu'on soit reçu concrètement par M. Alfred Marie-Jeanne. Les services de la CTM ont refusé toute interview sur ce dossier. Et si nous changions notre mode de fonctionnement? Plus de pouvoir uniquement au sommet, mais que nous ayons tous notre mot à dire sur des décisions nous concernant. C'est en tout cas ce que propose le livre « Sortir de la pyramide hiérarchique » d'Olivier Ernest Jean-Marie, qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous partez du constat dans ce livre que le haut de la pyramide conçoit et décide ce que la base exécute. En gros, que le PDG décide tout et que les salariés doivent exécuter, qu'il faudrait réinventer nos collectifs pour donner envie à tous les acteurs de consacrer leur talent sans retenue. C'est-à-dire que si les salariés avaient plus leur mot à dire, ils seraient plus enjoués à accomplir leur mission. Alors, si vous pouviez tout changer, comment vous l'auriez mis en place, ce dispositif, ce fonctionnement? Alors, le livre que vous avez présenté donc, parle du monde de l'entreprise, donc de l'organisation, mais aussi du monde de la cité, de la démocratie. Et l'idée, c'est de fournir des outils très opérationnels pour pouvoir justement répartir les autorités, répartir le pouvoir, donc avec des exemples. Donc le budget participatif dans la cité, pour donner la parole aux citoyens, aux habitants, pour définir des projets et les réaliser. Donc ce sont et puis l'holacratie dans l'entreprise. Et ce sont des outils qui sont opérationnels, donc c'est très pratique. Ce ne sont pas des théories, ce sont des pratiques qui sont déjà mises en œuvre dans le monde entier. Au Brésil notamment Alors, le budget participatif est né au Brésil en 89, mais aujourd'hui, il y a plus de 2700 institutions qui le mettent en œuvre, donc des mairies, des États, des régions.
Et l'idée, c'est de fournir aux citoyens ici en Martinique qui souhaitent se documenter, en savoir plus sur les budgets participatifs, fournir aux élus aussi qui souhaitent aller plus en avant. Il y a eu quelques initiatives qui ont été prises aux prêcheurs, aux lourins. Donc c'est de les aider à aller un peu plus loin et à faire un peu comme les 20-25 collectivités de France qui mettent en place ce dispositif donc de budget participatif et qui est une manière de sortir de la pyramide. Donc là, ce n'est pas le maire qui décide tout seul du haut de sa pyramide, mais on revient à la base donc des besoins des habitants et dans un dialogue transparent et sincère avec les collectivités, les projets sont choisis, sont mis en œuvre et évalués. En début d'édition, on a vu qu'il y a beaucoup de mouvements sociaux. Est-ce que vous pensez qu'avec ce dispositif, si on le généralisait un peu plus, il n'y aurait plus de mouvements sociaux ? Le conflit fait partie des organisations sociales et de l'humanité. Mais c'est vrai que ces outils-là permettent de mettre en place des espaces de dialogue. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une mobilisation des citoyens du Sud pour une augmentation d'impôts qui a été décidée sans qu'ils soient consultés, par exemple. Là, il y a des transporteurs qui, en fait, essayent de négocier une atténuation d'une décision budgétaire qui a été prise par la CTM. Donc l'idée, c'est que ces outils opérationnels, donc le budget participatif dans la démocratie et puis l'holacratie dans l'entreprise, permettent à chacun de pouvoir exprimer son potentiel et de pouvoir contribuer justement à l'élaboration de projets et à transformer des propositions en réalisations concrètes. Alors, ça ressemble un peu à ce que Martinique Citoyenne proposait lors des dernières élections de la CTM. Pourtant, vous ne faites plus partie du mouvement. Alors pourquoi vous l'avez laissé si c'est si bien ce principe? Alors, en effet, c'est une continuité. Même avant Martinique Citoyenne, je m'étais présenté en 2012 aux législatives avec ce projet de mettre en place dans la circonscription du Nord un projet de vision partagée avec les habitants. Donc c'est une continuité que je poursuis. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de suspendre mon activité politique parce que je pense que pour l'instant, les élections ne sont pas pour moi des espaces de dialogue sincère, authentique, serein avec la population, avec les médias. Donc, et qu'est-ce que vous faites maintenant alors? Je choisis donc vous faites des livres déjà? Voilà, je fais un livre et ce livre c'est une invitation à débattre avec des citoyens, avec des élus, avec des chefs d'entreprise, avec des journalistes aussi qui souvent me disent oui c'est bien, intelligence collective, démocratie participative, mais bon concrètement comment on fait? Eh bien, comment on fait? Vous avez déjà des réponses ici dans ce livre-là. Et puis, ce livre-là sera suivi de conférences, de séances de signature. Alors, je précise que le samedi 11 mars, je serai en signature donc, au rond-point, à la librairie antillaise du rond-point. Et justement, ce sera un espace d'échange avec des lecteurs, alors justement, pour le dernier espace, pour l'espace d'échange. Alors dans le dernier chapitre de votre livre, vous parlez au nom de la Martinique. Moi, Johanna Ekaïra, je suis un être vivant. Je souhaite que tous les acteurs des pyramides hiérarchiques abandonnent leur conception mécanique des collectifs pour imaginer des organisations collectives. Alors, qui vous a dit que c'est ce que la Martinique pense? Alors, ce que j'ai voulu dire par là, c'est que si on veut changer le mode d'exercice de l'autorité du pouvoir dans la démocratie ou dans l'entreprise, il faut qu'on change de regard sur les collectifs. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les collectifs, ce sont des machines qui sont conçues par des hommes, qui sont dirigées par des hommes, et que les hommes, en fait, n'ont qu'à décider et la machine va obéir. Sauf que les collectifs, que ce soit des familles, que ce soit des organisations, donc des entreprises, des associations, des collectivités territoriales ou des entreprises, ces collectifs-là ne sont pas des mécaniques. Ce sont plutôt des organismes vivants avec qui il faut entrer en dialogue, qu'il faut savoir écouter et dont il faut savoir déceler la raison d'être, savoir quelle est l'utilité sociale d'une collectivité, quelle est l'utilité sociale d'une entreprise et pouvoir justement aligner ses actions, ses décisions avec cette raison d'être-là. Et c'est pour ça qu'il faut répartir les autorités pour permettre à toutes les personnes qui composent, tous les acteurs de ces collectifs-là, de pouvoir sentir, de pouvoir écouter les collectifs et de pouvoir transformer justement ce qu'ils ont perçu en action et en projet. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Bonne lecture. Merci à vous.
Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous irons en Guadeloupe où la violence flambe. Un homme d'une cinquantaine d'années a été abattu à l'arme blanche cet après-midi. Ce week-end, c'est une femme qui a été blessée à coups de couteau et une autre a été retrouvée morte. Air France propose désormais des plats concoctés par Babette de Rosière pour ses vols entre les Antilles et Guyane. Présentation à suivre dans un instant. Et puis dans notre JT des communes, Hubert Bornil nous parlera de la situation des responsables d'associations du marin qui vont bientôt perdre leurs locaux qui ont été déclarés trop vétustes par la municipalité. Assiste-t-on à une flambée de violence en Guadeloupe? Cet après-midi, au Lamentin, un homme d'une cinquantaine d'années est décédé de plusieurs coups à l'arme blanche au thorax. Le suspect, qui serait le frère de la victime, est activement recherché. Et déjà le week-end dernier, une autre agression mortelle avait eu lieu à Pointe-à-Pitre. Cette fois-ci, une femme a été blessée à coups de couteau et serait entre la vie et la mort, tandis qu'une autre qui se trouvait à proximité du lieu du drame a été retrouvée sans vie. Voyez les précisions de Nathalie Dinan, Moïse Dexter et Patrick Curie. En toile de fond, une histoire de rivalité entre deux femmes. Une poignardée est hospitalisée depuis samedi. L'autre morte, elle s'est suicidée. C'est l'auteur présumé des coups de couteau. Elle fréquentait son concubin depuis quelque temps. Selon les différents témoignages, ils s'engueulaient souvent. En fait, on a constaté un petit problème, mais comment pas entrer dans le on n'a pas fait, moi c'est ça. Comment grand monde c'est grand monde. Il y a premier à la fin, on vient de ça. Vous comprenez? Alors ça choque moi et ça fait mal aussi. Il a appelé, ça dit, au téléphone, il s'est sonné, il a expliqué mon bien. Un jour soir, il a dit, pourquoi tu veux pas mon téléphone? Il a dit, le téléphone a sonné, on a crié. On a crié, moi. Il a regardé, monsieur, pas répondre. Et après ça, il dit, ouais, là, c'est pour ça qu'on a crié, pas répondre, moi. Tout ça. Et après ça, monsieur dit, pas couper de ce bien ça. Et monsieur prend le téléphone, il est parti, il dit, on va tel monde. Et là, il retourne tout de suite, alors seulement répondre de doigts, il a parlé veille. Et après ça, il dit, ouais, pas mal dans ta téléphone, moi, patati patata. Et il faut d'ailleurs pour y en avoir tout déjà, il faut que les là et là où vient à casa, moi, téléphonez-moi. Elle n'a pas supporté les propos de son concubin. Vers 3 h du matin, elle s'est rendue à son domicile, a découvert la présence d'une autre femme. Son frère raconte la suite. Elle a vu que la fille est dans la maison du monsieur et c'est là qu'elle a eu ces coups de couteau là. Ça entend, hein. Il a pris, elle n'a pas pu tenir la pression. À 4 h du matin, il a crié moi. Il a dit, excusez-moi de déranger ou c'est grand frère moi, mais on va faire l'obété moi, tout ça. Et sans pédir, j'ai crié papa et Timona, j'ai crié maman. Alors, si nous avons fait, boutique là, nous avons l'obété dedans, essayer de gérer, vendre ça qu'il y a à vendre, il bas c'est Timona pareil. Alors, on a dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi on a dit ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il a accroché, on a crié, pareil. On a dit, mais dis-moi, j'ai crié maman, j'ai crié papa c'est Timona. Et gérer boutique là, maman, tout ça. Le frère appelle une de ses amies pour qu'elle se renseigne et il se met aussitôt en route. Arrivé chez sa sœur, il frappe avec insistance, en vain. Avant de défoncer la porte, paniqué, il va chercher le propriétaire. Il dit qu'il venir, il prend ma auto. Et là, il prend ma auto, il va birer, il va tourner. Il prend tout ça, il dévisse ses poignées là. Il a dévissé ses poignées là, gentiment, il déposé dans les balcons là. Il a gardé à côté, il a des clés. On a dit, oh, mais clé à porte là, comme ça. Et là, on prend clé là, on ouvre la porte là. On a vu mademoiselle prendre une dans la base. Depuis samedi, 2 familles sont plongées dans la tristesse. 3 enfants sont orphelins. Tout un quartier est dans l'émoi. Direction la Guyane maintenant et partons avec des bénévoles du centre d'accueil et d'accompagnement pour la réduction des risques d'usage de drogue. Ils offrent chaque jour des repas à des personnes souffrant de toxicomanie. Voyez ce reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Zoro, comme il se fait appeler, est l'un des fidèles bénéficiaires des maraudes de cette association de lutte contre la toxicomanie. Du lundi au vendredi, l'association distribue une 40aine de repas par jour. Aujourd'hui, c'est spaghettis et crudités. Ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Je ne vais pas dire sympa. Très gentils déjà, c'est sympa. Et ces gens-là, ils nous donnent à manger, ils nous donnent à boire. Ils nous aident sur notre démarche. Si on veut s'en sortir de la drogue, des trucs comme ça. Voilà. Zoro n'en dira pas plus sur les raisons qui l'ont amené à la drogue. Selon une enquête Trinde réalisée en Guyane au début des années 2000,
Les personnes touchées par la toxicomanie sont à 80% des hommes. La cocaïne en poudre et le crack sont les substances les plus répandues, entraînant chez leurs consommateurs des conséquences sanitaires parfois graves. Avec le dénommé Zoro, oui, effectivement, on discutait avec lui sur son parcours de soins. Donc c'est un peu un parcours en dents de scie. La personne souffre d'une addiction, on l'oriente vers le soin, elle passe par un petit processus de guérison, elle retombe, elle revient nous voir. Donc c'est vraiment une démarche de longue haleine pour emmener la personne jusqu'à la complète guérison, entre guillemets. Nous avons également un accueil fixe qui est composé d'une équipe d'agents de prévention et de moniteurs éducateurs. Donc nous assurons tout ce qui est le suivi administratif des usagers. En plus de l'équipe mobile, l'association dispose d'un site d'hébergement de 24 places. Un lieu ouvert et gratuit d'aide et d'écoute. Déguster un plat de babette de rosière à plus de 10 000 pieds d'altitude. C'est désormais possible sur les vols de la compagnie Air France. Ils ont demandé à la chef cuisinière guadeloupéenne de concevoir les menus qui seront servis à bord de leurs avions au départ et à destination des Antilles-Guyane. Présentation de Linda Karsi. Fricassé de poulet caramélisé aux épices douces et duchesse de fruits à pain est l'un des 3 plats désormais au menu des classes affaires et premium de la compagnie aérienne Air France depuis le 1er mars. Alors comme vous le savez, à bord en cabine business et premium économie, nous proposons 3 plats dans chaque vol. L'idée est que sur ces 3 plats, un plat sera celui signé par Babette de Rosière avec un cycle mensuel pour chacun de ces 3 plats. Nos passagers auront la chance de goûter ces produits pendant une année, c'est-à-dire de mars 2017 à février 2018. Des plats goûteux et généreux, à l'image d'une ambassadrice de charme, Babette de Rosière, vitrine de la destination Outre-mer. Et cette aventure culinaire a débuté avec la compagnie aérienne au Salon de la gastronomie des Outre-mer en 2015. Il fallait que les plats soient à l'image des Antilles pour véhiculer notre patrimoine, notre culture, parce que notre culture se lit dans notre assiette. Et j'ai eu un point d'honneur à faire quelque chose pour que les gens en reparlent. Et c'est si vrai que depuis le 1er mars, les plats sont dans les avions et j'ai eu des échos formidables et c'est Air France qui me l'a dit. La chef a travaillé sans relâche ses plats pour séduire les passagers, mais surtout pour que la touche créole émoustille les papilles, même à plus de 8000 mètres d'altitude. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé de faire voyager mon plat. Et quand le plat est arrivé à Paris, j'ai regoûté et là j'ai réajusté de façon à ce que pour l'altitude ne détruise pas le goût de mes plats. Et là, quand j'ai réussi ça, et qu'on a fait un deuxième voyage avec les plats, et j'ai goûté mes plats, j'ai dit bon voilà, ça y est, j'ai trouvé. Et après il fallait écrire. Il fallait écrire les doses, tout, pour que la personne qui vient derrière puisse reproduire ces plats-là. Et nous sommes très fiers aujourd'hui d'associer Babette de Rosière à notre marque, puisqu'on souhaite vraiment se réaffirmer Air France comme étant l'ambassadeur de la gastronomie française à travers le monde. Ces plats sont conçus pour tous les vols transatlantiques entre Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Paris, et le réseau régional Caraïbes entre la Guyane et la Martinique. Ce soir, vol inaugural de cette nouvelle cuisine, au départ de Fort-de-France pour Paris, en présence du chef. Place au sport maintenant avec le retour du résumé d'un week-end sportif. Il a été marqué par la victoire martiniquaise au 29e concours intercaraïbes de saut d'obstacle en équitation. Une victoire martiniquaise également en football avec les Matininos qui ont remporté la 8e édition du tournoi Paul Chilan. Retour sur le week-end de sport avec José Le Chertier, Luis Sabas et celui qui s'est bien reposé pendant le carnaval, Karel Chessol. Temps fort de ce week-end, le 29e concours intercaraïbe de saut d'obstacle a souri aux cavaliers martiniquais. Le Grand Prix a par exemple été remporté par Marie Chenière Agnès Yokita Desmarais du centre équestre Équilibre. A noter également les bons résultats dans la catégorie amateur. Et dans l'autre temps fort du week-end, le tournoi Paul Chilan, la Martinique a brillé. En finale, nos U17 ont battu le double tenant du titre, la Guyane, sur le score d'1-0. La Martinique remporte cette 8e édition. Football toujours, mais au féminin, en match en retard de la 10e journée du championnat, l'US Lorinoise a battu toute saison 4-1. Une victoire qui permet aux Lorinoises de conforter leur 3e place derrière les favoris, le Racing et le RC Saint-Joseph.
Sport collectif toujours en basket masculin, le choc de la 16e journée du championnat élite a vu le Golden Lion disposer du SC Lamantinois 69-52. Pour le reste, victoire de l'USAC, de l'US du Caucaise, de la Gauloise et du Golden Star. Le classement est sans surprise dominé par des Joséphins invaincus devant Lamantinois, Trinitéens et Foyalais de l'USAC. Chez les femmes, victoire logique de la Gauloise, du Golden Lion et du CS Vauclinois. Au classement, avant le dernier match de cette journée prévu mercredi, la Trinitéenne mène la danse devant Saléenne, Joséphine et Foyalaise. En volleyball masculin, la 4e journée de la 3e phase du championnat a été marquée par les victoires du Rayon et de l'Éclair. Au classement, le Rayon est leader devant l'Éveil, l'Espoir et le Good Luck. Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au Marin avec cette inquiétude de certains responsables associatifs. Que vont-ils devenir? La municipalité a décidé de fermer le local qui les abritait pour cause de vétusté. Le bâtiment serait devenu trop dangereux. Hubert Bornil et Michelet François se sont rendus sur place. Regardez. Lorsqu'on parle de la dangerosité du bâtiment, mais voilà quelques images, à peu près l'intérieur de la cour de cette ancienne école qui a déjà plus d'une centaine d'années. L'arrêté municipal de péril est clair, précis. Tous les occupants doivent évacuer les lieux, évidemment. Pour certaines associations, ça tombe à un mauvais moment. Celle qui, comme Espoir et Vie, qui accueille des personnes handicapées, ne sait pas comment faire avec ses membres. Le dernier tremblement de terre ressenti en Martinique a, semble-t-il, précipité la décision de la municipalité marinoise qui a dû prendre un arrêté d'interdiction de fréquentation de l'ancienne école primaire. Ce n'était forcément pas prévu. Puisque pour certaines, elles sont là depuis plus de 15 ans. Donc un travail qui a été fait pendant toutes ces années avec ces associations-là. L'ancienne école primaire date de très longtemps et malgré son état de vétusté avancé, quelques associations y avaient trouvé refuge, à l'exemple de cet éducateur sportif. J'ai plus de 300 gamins qui sont inscrits dans mon club depuis 5 ans. J'ai organisé des championnats, des trucs pour eux. Et là, on a un problème de démolition du local du bâtiment. Donc il faut absolument qu'on déménage. Même situation pour ce responsable de groupe de carnaval. C'est un peu moins grave pour moi parce que les instruments à stocker, c'est pas un problème. On a des instruments, on fait des réparations avec des jeunes. C'est un peu moins dur que pour les handicapés. Justement, c'est là où l'émotion est la plus fortement ressentie au niveau de l'association Espoir et Vie qui encadre des personnes à mobilité réduite. Il y a bien besoin de monde pour occuper mademoiselle qui a commencé à bien énerver et qui a énervé à la maison et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pour regarder avec elle, pour rester à la maison avec elle ou bien pour quand j'ai envie de sortir. Parce que moi, je suis un petit peu fatiguée, malade. Évidemment, pour la mairie, il fallait prendre cette mesure d'urgence, mais aujourd'hui, toute la question, c'est le relogement de ces associations. Avec toutes les contraintes que ça suppose, puisque nous sommes une municipalité qui avons effectivement un certain patrimoine, mais un patrimoine qu'on ne peut pas forcément mettre à la disposition aussi facilement que ça. Il y a des travaux à faire. Une chose est sûre, on l'a remarqué, le dialogue existe bien entre la municipalité et la plupart des associations concernées. Aujourd'hui, ce que l'on espère, c'est que certains particuliers qui auraient peut-être des locaux disponibles puissent en effet traiter avec ces associations. On ne sait jamais. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que des coupures d'eau sont prévues à Saint-Joseph demain de 8h à 18h dans les quartiers Petite Rivière-Blanche, Morne-Bossu-Chapelle, Rivière-Roche, Rivière-Blanche, Ambido. Et pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez qu'un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du centre commercial de Cluny de 9h à 14h à Fort-de-France. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre Zobda-Kitman au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants avec Antche Peya. À tout de suite.